La Russie a reçu une pluie de critiques au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les discussions ont tourné au dialogue de sourds. En Iran, les manifestations continuent. Près de 30 personnes auraient déjà perdu la vie. Très peu d'informations filtrent. Des restrictions sur Internet sont mises en place. Bulletins imprimés à la hâte, affiches électorales placardées dans toute la région. Aujourd'hui, la République autoproclamée de Lougansk organise son référendum d'annexion à la Russie avec le soutien de Moscou. Pas de doute quant à son issue, le oui doit l'emporter. Pour le Kremlin, il ne peut en être autrement. Allez-vous voter au référendum? Oui. Pourquoi? Parce que je suis pour la Russie, pour nous tous, les habitants du Donbass. Nous voulons de la clarté et de la stabilité. Nous voulons participer à ce référendum. La Russie est un pays puissant, c'est l'avenir, la force, la vérité. Donc faire partie de la Russie est notre souhait le plus cher. Nous attendons ça depuis si longtemps. Les forces séparatistes de Donetsk, Kherson et Zaporizhia s'apprêtent à organiser des référendums similaires jusqu'au 27 septembre. Selon les experts, ces annexions marqueraient un tournant dans le conflit. Moscou pourrait considérer les attaques dans ces régions comme des attaques sur son propre sol. La communauté internationale a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas ces scrutins. La Russie a été au cœur des critiques ce jeudi lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni à la demande de la France pour évoquer la situation en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU a réagi à la menace du président Poutine de recourir à l'arme nucléaire. L'idée d'un conflit nucléaire, autrefois impensable, est aujourd'hui évoquée par certains. Rien que cela est totalement inacceptable. L'impunité des crimes commis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier était au programme des discussions. Il n'y aura pas de paix sans justice. Je souligne qu'aucun des crimes russes en Ukraine n'aurait été possible sans le crime d'agression contre l'Ukraine commis par les dirigeants russes. Il ne peut rester impuni. Et la seule façon possible de juger le président Poutine et son entourage est d'établir un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Le face-à-face entre Russie et États-Unis a tourné au dialogue de sourds, chacun accusant l'autre d'impunité en Ukraine. Nous ne faisons plus confiance à la Cour pénale internationale. Au cours des 8 dernières années, nous avons attendu pour rien concernant la lutte contre l'impunité en Ukraine. Et nous ne comptons pas sur la justice de cette institution ni sur celle d'autres institutions internationales. Le temps de l'attente est terminé. Beaucoup, Madame la Présidente. Anthony Blinken a appelé la communauté internationale à contraindre Vladimir Poutine à rendre des comptes. En quoi cette agression du président Poutine contre l'Ukraine améliore-t-elle la vie ou les espoirs d'un seul citoyen russe? Un seul homme a choisi cette guerre, un seul homme peut y mettre fin. Car si la Russie cesse de se battre, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se battre, l'Ukraine est finie. Les ministres des Affaires étrangères chinois et indiens, dont les pays sont traditionnellement des alliés de Moscou, ont défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine et prôné le dialogue comme solution. C'était une première réaction très attendue. Depuis New York, où il assistait à l'Assemblée générale de l'ONU, le président iranien est rapidement revenu sur les manifestations qui secouent l'Iran depuis plusieurs jours. Une jeune femme de 22 ans est morte suite à son arrestation par la police des mœurs, suscitant la colère d'une partie de la population iranienne. Lorsque ces incidents se produisent dans le monde entier, la même norme doit être appliquée. Demander des enquêtes uniquement sur cette question, pourquoi ne pas demander exactement la même chose pour ceux qui perdent la vie aux mains des forces de l'ordre et d'autres agents partout en Occident, en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis? Ceux qui subissent des passages à tabac injustes, pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête qui suivent? Dénoncer le deux poids deux mesures de l'Occident pour peut-être mieux cacher ce qu'il se passe actuellement en Iran. Selon la télévision d'État, 26 personnes auraient déjà pu perdre la vie depuis le début des manifestations. Un bilan très incertain, l'ONG Human Rights Watch parlant de 31 morts.
Signe d'un nouveau raidissement du pouvoir, depuis 2 jours, les autorités ont coupé l'accès à WhatsApp et Instagram, les 2 réseaux les plus populaires du pays, particulièrement utilisés par la jeunesse, celle-là même qui est aujourd'hui dans la rue. Une vingtaine de personnes ont été grièvement blessées ce jeudi dans une bousculade en Inde, à l'ouverture de la billetterie pour un match de cricket opposant l'équipe nationale à l'Australie. Plus de 30 000 personnes faisaient la queue depuis plusieurs heures pour avoir leur place à ce match crucial de la Coupe du Monde qui se tient le mois prochain en Australie. Fiona continue sa route dévastatrice. Après avoir sévi dans les Caraïbes, touché la Guadeloupe, la République dominicaine ou encore Porto Rico, l'ouragan, actuellement en catégorie 4, pourrait frapper dans quelques heures les Bermudes et l'Est du Canada. Des rafales à plus de 200 km/h sont attendues. Les habitants isolent leurs maisons comme ils le peuvent. Les dirigeants de la coalition droite-extrême droite ont participé à un meeting commun à Rome ce jeudi. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni ont rassemblé plusieurs centaines de partisans. Giorgia Meloni pourrait devenir la première chef de gouvernement post-fasciste d'un pays fondateur de l'Union européenne. Les représentants politiques de la droite et de l'extrême droite se sont réunis ici pour leur dernier meeting en commun. Un dernier meeting pour tenter de convaincre les électeurs indécis, mais aussi pour saluer les nombreux partisans venus les soutenir malgré un important dispositif de sécurité. À en juger par le nombre de partisans, les 3 dirigeants ont été chaleureusement accueillis. Il régnait ici un parfum d'optimisme, d'autant plus fort que cette coalition était en tête des sondages avant que l'embargo sur les enquêtes d'opinion n'entre en vigueur avant les élections de ce dimanche. Ce vendredi, sur cette même place, ce sera au tour de la coalition de gauche de venir faire son dernier meeting. Un véritable défi, il s'agira en effet de savoir combien d'électeurs les 2 coalitions opposées auront réussi à drainer. Résultat ce dimanche soir pour savoir qui sera le ou la vainqueur de ces élections. L'ordre de mobilisation militaire partielle donné par Vladimir Poutine a incité certains citoyens russes à quitter le pays. Nous savons notamment que plusieurs vols en aller simple vers les pays voisins sont désormais complets. Depuis lundi, les citoyens russes ne peuvent plus entrer dans l'Union européenne que par la frontière terrestre de 1300 km avec la Finlande. Cette situation a entraîné des rumeurs sur Internet selon lesquelles il y aurait eu une augmentation alarmante de Russes cherchant à fuir leur pays via la Finlande après le discours de Vladimir Poutine. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui a été regardée plus de 2,5 millions de fois sur Twitter et qui montre une file de voitures au sud-est de la frontière entre la Finlande et la Russie. Certains internautes affirment que les files d'attente font 35 km de long et augmentent d'heure en heure. Mais cette affirmation est fausse. Après avoir utilisé des outils en open source pour enquêter, nous avons découvert ici au Cube que la vidéo est apparue en ligne pour la première fois le 19 septembre, c'est-à-dire 2 jours avant l'ordre de mobilisation partielle de Poutine. Cette vidéo ne montre donc pas des citoyens russes fuyant le pays par peur de devoir faire la guerre en Ukraine. De plus, les gardes-frontières finlandais communiquent régulièrement. Ils affirment que jusqu'à présent, les files d'attente à la frontière avec la Russie sont normales. Mercredi soir, les autorités locales ont d'ailleurs déclaré que les files d'attente pour traverser la frontière ne faisaient en réalité que 250 mètres de long, certainement pas 35 km. Et bien qu'il y ait eu une augmentation des arrivées de citoyens russes au cours de la nuit, les gardes frontières affirment que le nombre d'arrivées n'était pas particulièrement anormal, qu'elles étaient même inférieures à celles d'un week-end normal et toujours plus faibles qu'avant la pandémie de Covid-19. Sur les réseaux sociaux, les gardes frontières ont déclaré que la situation resterait probablement chargée et qu'il y aurait une augmentation des arrivées, mais que la situation n'était pas alarmante et était sous contrôle. Ils ont par ailleurs alerté sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux dont certaines ont été filmées avant et sont maintenant sorties de leur contexte.
Il existe donc de nombreuses informations erronées circulant sur Internet à propos des Russes se rendant en Finlande. On peut noter également que le gouvernement finlandais fait l'objet de nouvelles critiques pour avoir autorisé certains voyageurs russes à entrer sur le territoire avec des visas de tourisme, mais le ministère des Affaires étrangères affirme qu'il réévalue la situation et prépare des mesures plus strictes.